Et bonjour à tous. Alors, petite vidéo aujourd'hui que je vais tenter de rendre la plus courte possible sur la préparation des vols à vue en VFR, donc sur avion léger. Alors, cette vidéo parce que je constate, euh, à mon avis, je choisis mes mots, hein, deux petits soucis dans la préparation habituelle des pilotes privés. Le premier, c'est le recours systématique à l'usage d'un log de nav. Et le second, c'est le recours systématique à l'usage de systèmes type GPS pour pallier le manque de préparation. Euh, je dirais un peu low-tech, un peu plus classique. Alors, je vais déjà faire un point sur le log de nav parce que il y a beaucoup de choses dans cet outil-là que je vais critiquer. Déjà, pour une première raison, je ne suis pas contre le log de nav, mais uniquement dans le cas, par exemple, de ce que vous voyez là sur l'image qui s'affiche devant vous. On est sur un DC6, on est à minima au niveau 120, probablement beaucoup plus haut, avec un pilote automatique. Et donc, dans ce type de situation, dans ce cas-là, on a le temps de regarder un document écrit, d'y griffonner quelques informations. Et puis de toute façon, les repères au sol étant plus ou moins visibles, comme on le voit d'ailleurs dans mon image là, l'utilisation d'un log de nav bien conçu me semble tout à fait pertinent. C'est d'ailleurs pour ça que les pilotes de ligne utilisent d'une façon ou d'une autre un log de navigation. Alors me direz-vous pourquoi dans l'aviation légère ces logs sont utilisés? À mon avis, ça n'engage que moi, mais c'est essentiellement lié au fait que beaucoup d'écoles veulent préparer les pilotes à leur futur métier de pilote de ligne. Le problème du log de nav sur avion léger, c'est que bien on n'est pas dans les conditions que je vous ai décrites précédemment, à savoir on est en basse altitude, on n'a pas de pilote automatique et l'espace est beaucoup plus restreint que dans un avion type DC-6 pour pouvoir déplier, par exemple, j'ai vu il y a peu de temps, un log de nav format A4. Mais même un format A5, à mon sens, c'est déjà trop gros. Ce que je constate également sur les vols des pilotes privés, c'est qu'ils arrivent avec un log de nav hyper bien rempli, avec des cases vierges, qui restent vierges à l'issue du vol. Et ça, quand même, ça devrait amener à des questions, hein. Pourquoi un log qu'on a conçu pour être rempli ne peut pas être rempli? Bon, je pense que les réponses sont déjà dans ce que je vous ai dit en intro, hein. Pas de pilote automatique, basse altitude, donc charge de travail paradoxalement beaucoup plus importante pour un pilote privé que pour un pilote de DC-6, par exemple. Alors, ce que je vous propose, ceci étant dit, c'est qu'on regarde un log de nav type. Alors, il y a une multitude, hein, mais celui que je vais vous montrer, c'est le log de nav bon, type plus ou moins. Il y a des deltas, mais des pilotes privés. Et je vais tenter de vous montrer à quel point, à mon sens, ces logs de nav sont générateurs de problèmes. Et puis, on va voir ce qu'on peut enlever pour rendre les choses hyper simples, comme on dit dans l'armée, keep it super simple. KISS, quoi. La charge de travail est tellement importante déjà en vol, en basse altitude, que si je m'en rajoute cognitivement, alors là, c'est la course en sac. Alors bon, on va regarder ce log du haut vers le bas, tout simplement. Alors météo, terrain de départ. Franchement, ça, on peut la virer direct. Pourquoi? Parce que lors du briefing, on a déjà regardé la TEMSI, la carte des vents, les NOTAM, les TAF, les METAR, on a regardé tout ça. Donc, qu'est-ce que je vais écrire là? Beau temps, couvert, enfin bref, ça ne sert absolument à rien d'écrire ça là-dessus. Donc ça, out. Mon log de navigation, c'est un pléonasme. Partie grise à découper, ouais, pourquoi pas. Observation, ça pareil, je vire. C'est évident qu'on va écrire des observations là. C'est pas, enfin, voyez. Étape. Pareil, j'ai envie de dire qu'on sait très bien d'où on part et où on va, hein, sauf à être atteint de problèmes cognitifs. L'avion, c'est pareil. A priori, vous savez quel type d'avion vous utilisez. Bloc de départ, bloc à l'arrivée. Bon, pourquoi pas.
Mais ça, vous verrez, ça peut être, si vous avez une planchette, une toute petite, ça peut être noté rapidement. En général, les pilotes n'oublient pas ça. Même si c'est pas le plus important, hein, parce qu'en général, quand on fait de l'aviation légère, on regarde surtout l'horamètre, pour savoir à quelle heure on commence à payer et à quelle heure on arrête de payer. La date, franchement, si vous connaissez pas votre date du jour, c'est chaud, donc moi je vire. Le temps de vol, ouais, pourquoi pas, mais ça, encore une fois, il faut voir quelle utilité opérationnelle on peut avoir à ça. Euh, le temps de vol se calcule à la fin du vol, sur avion léger, j'entends. Allez, j'ai une colonne fréquence radio là. Là, c'est même pas la peine. Alors celle-là, là, vu la largeur de la colonne, j'aurais. Puis il peut se passer tellement d'autres choses. Euh, Toutes les fréquences sont déjà écrites sur la 500 000, quoi. Donc tout ce qui est redite pour moi, ça dégage. Et alors là, c'est pareil. Radionav, fréquence et radiale, je veux bien. Mais alors, pour ce qui est de la navigation à la radionav, là aussi, je vois beaucoup d'utilisations totalement erronées. Un VOR est par essence un instrument absolument imprécis. Je ferai par exemple si j'ai le temps, je ferai une deuxième vidéo sur la précision des mesures. Qu'est-ce que la mesure en fait? Et on va se rendre compte d'ailleurs que l'essentiel du travail du pilote, c'est de mesurer un cap, une altitude, une vitesse, etc. Et sans avoir une notion de la précision des mesures, on peut aller jusqu'à méticuler les mouches de façon euh, totalement disproportionnée. Bon, bref, petit écart. Donc, vous voyez déjà, j'ai quasiment viré toute cette partie-là. Alors, là, il y a un point qui m'intéresse beaucoup et contre lequel je vais essayer de lutter pour la raison suivante. Je pense que c'est exactement au moment du point tournant que la charge de travail est forte et qu'il ne faut pas en rajouter. Donc j'ai appris dans l'armée, pour les navigations à basse altitude, au point tournant, à virer, à prendre un cap, à valider le cap. Point barre. Tout le reste, radio, radionav, moteur, etc., ne se fait pas au point tournant. Tout le reste se fait entre des points tournants. Naviguer, c'est l'art de distribuer sa charge de travail. Et ce que je constate, c'est mes pilotes privés qui ont été formés, entre guillemets, à la méthode pilote de ligne, c'est que finalement, ils foutent quasiment rien entre les points tournants, et au moment du point tournant, la charge de travail est juste colossale. Premier point ici, écrit dans cette checklist, le top au point tournant, à mon sens, c'est une hérésie totale. Dans l'armée, on ne prend un top qu'au décollage. Et pour quelle raison? Eh bien, tout simplement parce que voler, c'est faire une étude statistique pour justement améliorer la finesse de sa mesure, du vent total, de la conso, etc. Et cette étude statistique n'est valable que si j'ai un grand nombre d'itérations, quelle que soit l'étude statistique que je mène. Plus j'ai d'itérations, plus je suis fin. Si je prends un top toutes les 10 minutes, eh bien je réinitialise mes calculs statistiques sur une échelle de 10 minutes, ce qui va donner des calculs extrêmement faux, imprécis disons. Autre chose, le risque d'erreur de top, c'est-à-dire que le chrono ne se lance pas pour des raisons X ou Y. J'ai mal appuyé, j'ai pas vérifié, à ce moment-là quelqu'un m'a dit quelque chose, ou j'ai un cap à vérifier, enfin bref, est extrêmement fort. Le seul moment où vous êtes tranquille en vol, c'est avant le décollage. Donc aligné sur la piste avant de décoller, top chrono, et on ne touchera plus à ce chrono pour l'ensemble du vol. Il y a une multitude d'avantages à ça, au-delà de ceux que je viens de vous décrire, il y en a un autre, c'est qu'en regardant rapidement ma montre, je préfère d'ailleurs des chronomètres, bien je sais d'emblée depuis combien de temps je suis en l'air. Et ça c'est capital. Parce que sur des avions, même les avions légers qui ne consomment pas grand-chose, mais sur des avions qui consomment beaucoup, c'est une notion extrêmement importante. Si ça fait 1 heure que je vole et que je vois écrit 1 heure d'affiché, c'est autre chose que si je vois 12 minutes, quoi, ou 7 ou 8 minutes. Donc mon conseil, ne reprenez jamais de chrono en vol, sauf dans des cas particuliers, c'est des choses qui se voient en IFR par exemple, mais encore une fois, c'est pas du tout le même contexte. Donc, top, moi je vire. Il y aura un top chrono au début, point barre. Cap, évidemment. Altitude, pourquoi pas, mais encore une fois, on est en vol à vue. Hein, donc,
C'est bien d'avoir une idée de l'altitude, c'est encore mieux de regarder dehors, et puis surtout, vous allez voir que toutes ces données-là, moi je les écris directement sur ma carte. Estimer, ben oui, évidemment, mais ça c'est quelque chose grâce au top qui se fait de façon permanente. Bon, radio, radionav, moteur, essence directionnelle, ça c'est tout au long du vol. Et a priori plutôt entre les points tournants qu'aux points tournants. Cette partie-là, je l'aime bien, du log de nav. En fait, c'est une partie sur laquelle je vais pouvoir écrire des choses, des données, des choses qui n'ont pas été prévues en cours de vol, des informations météo, des consignes du contrôleur, enfin tout un tas d'autres choses. Alors maintenant, on va attaquer la partie dure ici. C'est la partie donc que je vous dis qui est remplie au début et qui l'est rarement complètement à la fin. Mais on peut se poser la question de l'utilité. Donc là, ZCQ en pied, évidemment, on va pas la mettre en coudée royale. Alors, vous allez voir, je vais vous montrer un exemple. Moi, la ZCQ, je l'écris pas sur le log, je l'écris sur ma carte. Pourquoi ? Parce que ça va être mon équipement principal, mon instrument principal de navigation. Donc écrire ici une ZCQ me semble moins ergonomiquement parlant que si je l'écris sur une carte. Donc ça, je vire. Route magnétique, ça je veux bien, mais encore une fois, moi je l'écris sur la carte aussi. Alors distance, ça m'a toujours fait rigoler, parce que en fait on s'en fout de la distance en aviation. Ce qui nous importe, c'est le temps. Et le temps, on peut, grâce à des règles bien conçues, notamment la règle pour les pilotes privés, la avoir directement en fonction de notre VP. En général, les avions légers se baladent à 90 ou 120 nœuds. Donc moi, ce que je vous suggère, si vous baladez à 112 nœuds, considérez que vous vous baladez à 120 de VP. Et puis après, on fera des corrections en fonction du vent constaté, enfin bref. Donc le temps en minutes, pareil, moi je ne le note pas sur un log de nav, ça n'a aucun intérêt à mon sens, d'autant plus que c'est des temps de branche à branche. Et comme je vous l'ai dit, je prends un top au décollage. Je vous montrerai un exemple. Alors, là, on voit qu'il y a une sorte de passage en quinconce, là. Pour moi, c'est vachement chaud, ça. À lire en vol, hein. Je ne dis pas qu'au sol, ça ne soit pas compréhensible. Mais en vol, sachant qu'on perd une bonne capacité de ses capacités cognitives, une bonne quantité de ses capacités cognitives, là, ce passage en quinconce peut amener à des incompréhensions par moment. Donc, bon, position estimée, heure réelle. Ça, pareil, c'est tout un tas de choses que je noterais plutôt sur ma carte que sur un log de nav. Le carbu, / autonomie, apparemment, ça, pareil, c'est quelque chose qu'on peut faire beaucoup plus simplement sur la carte. Alors, vous voyez, je parle beaucoup de cartes, mais ce que je constate avec les pilotes privés, c'est l'usage d'un log, après extrêmement rempli, et une carte extrêmement mal renseignée. Moi, ce que je vous suggère, c'est de faire l'inverse. Je vais vous montrer ce que j'en pense. Autonomie au départ, heure de l'arrêt du moteur, heure de fin de vol, ouais, si on veut. C'est très joli, ces petites flèches là. Okay. Ouais. Réserve additionnelle à l'atterrissage. Ça s'appelle... ouais, ok. Heure du briefing arrivée. Voilà, donc tout un tas de choses qui vraiment me font rigoler. Alors ouais, c'est un exemple de log, hein. On pourra en trouver autant qu'il y a de pilotes privés. D'un point de vue ergo, à mon sens, c'est pas top. D'un point de vue opérationnel, beaucoup de choses n'ont aucun sens, véritablement. Et puis surtout, si l'objectif est d'avoir, disons, une aile de chaque côté du trait, c'est rare, c'est probablement pas le log de nav qui va vous aider à faire ça. Donc voilà, c'est mon petit coup de gueule contre le log de nav. Je vais vous montrer une préparation d'un vol, une carte, tiens, sur un vol de nuit que j'ai fait il y a pas longtemps entre Aix-en-Provence et Le Puy-en-Velay. Montrer comment on peut envisager, par exemple, de tracer une carte. Alors c'est qu'une partie évidemment de la carte, hein, mais vous allez voir que cette carte remplace, à mon sens, de façon très très efficace le log de nav. Donc qu'est-ce qu'on y retrouve là ?
toujours dans la logique du KISS, hein, Keep It Super Simple. Donc là, c'est la dernière partie du vol, hein. On est ici à Livron, on va aller directement au Puy-en-Velay qui est là. Je vous rappelle, c'est un vol de nuit. La route, elle est là écrite en gros. On peut pas la louper, hein. Là, vous avez des chronos qui déroulent depuis le décollage. Donc là, 50 minutes 30, 56, 1 heure, arrivée verticale depuis à 1h06 et 30. Pourquoi je ne mets pas 1h06 et 30? Parce que j'en ai rien à foutre de savoir que ça fait 1h06. Je sais que si c'est écrit 06, on a dépassé l'heure, hein. Et puis ma montre, elle va m'écrire, mon chrono va m'écrire 06:30. Voilà. Vous noterez que j'ai entouré certains repères qui me semblent être caractéristiques, notamment de nuit. Vous noterez ici qu'il est écrit 8000 pieds, qui est l'altitude CQ, calculée sur ce trajet-là. Vous noterez ici qu'il y a un cartouche carburant avec le carburant mini et le carburant que j'aurai. Donc au mini, on a 10 gallons et normalement, on devrait se pointer avec 25. Et entre les deux, c'est la différence entre le QMC et le carburant emporté. Hein. Vous noterez ici que j'ai un 0,45 20 minutes. C'est le cap à prendre, la route à prendre et le temps pour me dérouter sur mon terrain qui est Saint-Étienne, mon terrain de déroutement. Enfin, en naviguant exclusivement avec ça, j'ai en un clin d'œil, en un coup d'œil, toutes les infos possibles. Alors ça, c'est avant le vol. Bon, après le vol, cette carte est remplie d'informations, écrites à la main directement. Par exemple, si je passe ici à 53 plutôt qu'à 51,30, j'écrirai là 53. Et après, je peux faire un calcul de vent. Calcul de vent qui sera d'autant plus efficace que j'ai 50 minutes de vol, quoi. Et pas juste 2 ou 3 ou 4 ou 5 minutes de vol devant moi. Bon, pour ça, je vous renvoie à mon cours sur les calculs en vol. C'est un cours que vous trouverez également sur cette chaîne YouTube. Donc voilà, tout ça pour vous dire qu'il faut bien distinguer, à mon sens, deux situations. Le vol en haute altitude sur liner ou le vol IFR, où là, effectivement, l'utilisation d'un log de nav peut paraître pertinente et est pertinente, à mon avis, tout simplement parce qu'on est haut, on a souvent un pilote automatique et on a le temps de griffonner sur un log. Du vol en basse altitude sur avion léger, où on est donc bas, sans pilote automatique, avec une charge de travail extrêmement importante, on n'a pas le temps de griffonner sur un log de nav. Donc voilà, sachez distinguer les deux situations et faites des choix simples. Posez-vous des questions sur la pertinence des outils que vous utilisez, leur ergonomie par exemple, ne serait-ce que ça, c'est juste capital. Voilà, donc pour cette vidéo, gardez l'idée, keep it super simple, KISS. Voilà, c'est spécial dédicace pour mes pilotes privés qui partent avec leur log.